Tac. Alors, est-ce que vous m'entendez? Pour ceux qui sont déjà là, de toute façon, on va démarrer à 17h. Le temps de laisser les gens arriver. On entend, je vois parfait. Je vais partager. Alors, donc je vois que on entend visiblement, donc c'est parfait. On va démarrer tranquillement, je pense à 17h, 17h02, le temps que les personnes puissent rejoindre le direct. Bon, il est 17h, mais je vais laisser 2 minutes de répit pour les retardataires et on va démarrer tranquillement. Il y a déjà des questions sur le message d'annonce du direct, donc je vais commencer par en prendre 2-3 sur ce message-là et ensuite j'essaierai de les prendre au fur et à mesure sur ce qui vient sur le fil. Donc voilà. Alors, il est toujours 17h, je laisse encore 17h01, dans 1 minute, on démarre. Donc toujours là pour tout le monde le confinement, donc c'est le confinement, c'est le jour 13 si je dis pas de bêtises, donc mine de rien, ça passe vite et lentement à la fois parce que bon, vous avez vu que le gouvernement a prolongé le confinement jusqu'au 15 avril. Il est fort à parier, à mon avis, qu'on en a jusqu'à la fin du mois. Donc, à mon avis, il reste à minima un bon mois de confinement. D'ailleurs, c'est un petit peu infantilisant qu'il fasse de 15 jours en 15 jours, alors qu'on savait très bien que le délai précédent allait être de toute façon prolongé. Donc voilà, on en est toujours au confinement. La seule bonne nouvelle, si j'ose dire, de ce confinement, c'est que les gens en général ont plus le temps justement de réfléchir, de se poser des questions et de se renseigner notamment sur le pourquoi de cette crise, les origines, pourquoi l'hôpital public a été détruit, etc. Et ça, évidemment, et ça reviendra certainement dans les questions, quand on parle de destruction de la santé, de destruction de l'hôpital public, l'Union européenne évidemment a un rôle crucial là-dedans. Donc 17h02, je l'avais dit, on va démarrer. Il y avait une première question de Cyril Laurent. Pensez-vous qu'il est fort probable que les Italiens déclenchent la procédure de l'article 50 du TFUE à l'issue de la crise ? Quelles en seraient les retombées économiques pour les États membres, notamment les contributeurs nets? Et peut-on espérer un effet de chaîne? Donc il y a plusieurs questions dans la question. Cette défiance des lieux ne semble pas aussi virulente en Espagne, qui n'est pourtant pas épargnée. Alors pour l'Italie, j'ai déjà parlé de l'Italie dans le dernier live. J'en ai parlé aussi dans un format que j'ai lancé de vidéos de 2 minutes qui peut toucher justement un public qui ne veut pas forcément regarder des vidéos de 20 minutes, d'1 heure, etc. L'Italie, et j'avais fait ce pari la semaine dernière, pour moi c'est le pays qui a le plus de chances de sortir après le Royaume-Uni,
parce que l'Italie, depuis l'entrée dans l'euro, est le pays qui en souffre le plus et qui aurait le plus intérêt à sortir de l'euro avec la France. Et cette crise du Covid-19, justement, a amené les Italiens à se poser des questions. Il faut savoir que l'Italie, à la base, c'était un des pays les plus europhiles de l'Union européenne. Et l'impact négatif de l'euro et là, cette crise où les Italiens ont pu se rendre compte que la solidarité européenne, c'était du pipeau, ça n'existe pas. On a bien vu que ils ont réagi après coup. En fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu carrément la République tchèque qui a volé un stock de 680 000 masques et des appareils respiratoires qui venaient depuis la Chine. La République tchèque les a détournés. Ça avait été révélé par le journal italien Repubblica. Pris la main dans le pot de confiture, finalement les Tchèques se sont résolus à rendre ces masques à l'Italie, mais le mal était déjà fait au niveau de l'image. On a vu aussi la Pologne qui a refusé d'ouvrir son espace aérien lorsque la Russie amenait des aides à l'Italie. Et on a vu surtout, dès la toute fin février, par un mécanisme européen de santé, l'Italie avait demandé de l'aide à l'Union européenne et aide qui n'est jamais venue. Après, comme j'ai dit, au niveau de la chronologie, on l'a vu, évidemment, il y a la Chine qui est allée en aide à l'Italie, il y a eu Cuba, le Venezuela et enfin la Russie. Et c'est à ce moment-là, finalement, l'Union européenne, voyant qu'elle était totalement à la ramasse, que la France et l'Allemagne ont concédé d'envoyer des masques en Italie pour dire « Regardez, l'Union européenne agit ». Mais les Italiens ont bien compris qu'ils avaient été complètement abandonnés par l'Union européenne dans cette affaire. Pire, au moment de la demande du fin février et après ensuite début mars, quand ils demandaient de l'aide à l'Union européenne et que cette aide n'est jamais venue, la Cour de justice de l'Union européenne n'a rien trouvé de mieux que d'infliger une amende, c'est de 7,5 milliards d'euros je crois, parce que l'Italie avait subventionné des chaînes hôtelières, enfin le secteur hôtelier en Sardaigne. Complètement délirant, mais les Italiens se rendent compte que l'Union européenne ne les aide pas et l'Italexit est en pleine croissance. J'avais parlé d'un sondage, il y a plus de 70-80% des Italiens qui trouvent que l'Union européenne ne les a pas du tout aidés dans cette crise. Ça montre bien qu'il n'y a pas de solidarité européenne et que l'Union européenne ne protège pas. Et surtout, on a vu aussi un autre sondage dont j'ai parlé dans cette vidéo courte de 2 minutes. C'était un sondage de l'Institut Thermométro qui, lui, montrait justement que maintenant, il y avait une majorité d'Italiens qui étaient favorables à l'Italexit. Il y avait quelque chose comme 37% qui étaient à la fois favorables à la sortie de l'Union européenne et de l'euro, plus 7% qui étaient favorables uniquement à la sortie de l'Union européenne et plus 7% qui étaient favorables uniquement à une sortie de l'euro. Donc quand on sommait tout ça, ça donnait un Italexit à quelque chose comme 51 ou 52,5. En face, il y avait justement ceux qui ne voulaient pas du tout de la sortie de l'Union européenne. Ils étaient quelque chose comme 47% et 47,5%. Et il y avait 5% qui ne se prononçaient pas. Donc on voit que même dans l'état d'esprit, dans l'opinion publique italienne, l'Italexit progresse. Et on a vu d'ailleurs ces jours-ci, même si on peut toujours dire, les gens disent toujours que c'est quelques Italiens, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des Italiens qui ont baissé, qui ont enlevé les drapeaux de l'Union européenne, parfois juste enlevés, parfois qui les ont remplacés pour montrer leur remerciement par des drapeaux chinois ou des drapeaux russes. Et surtout, même ces derniers jours, hier soir et même aujourd'hui dans la journée, on voit des Italiens qui carrément brûlent des drapeaux de l'Union européenne. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les Italiens sont dégoûtés par la gestion de l'Union européenne qui ne les aide pas du tout. Parce que pourquoi ? Quand justement il y a la crise, quand un pays va mal, évidemment on voit le retour des nations. Les nations, l'Allemagne, le premier réflexe a été d'interdire les exportations vers les autres pays. Tous les pays ont commencé à refermer leurs frontières, ce qui est normal. Normalement, le rôle d'un gouvernement, c'est de protéger ses citoyens et la citoyenneté européenne n'existe pas. Il y a des citoyennetés nationales et tous les pays ont cherché à protéger leurs intérêts nationaux. Finalement, il n'y avait que l'idiot de la classe, Emmanuel Macron, qui lui était là en disant alors on va demander à l'Union européenne si on ferme les frontières et puis on va pas fermer les frontières intérieures parce que les frontières intérieures c'est quand même sacré dans l'Union européenne. On va demander si on peut fermer les frontières extérieures, ce qui ne sert absolument à rien parce que l'épicentre du coronavirus est au sein même de l'Europe et au sein même de l'Union européenne.
Il y avait d'ailleurs la même chose pour les aides économiques. Tous les autres pays ont annoncé d'emblée, sans condition, les aides économiques, les garanties de prêts qu'ils accorderont aux entreprises, les aides directes de type chômage partiel. La France a annoncé ces aides, mais il y a quand même Bruno Le Maire, ce génie de l'économie, qui lui a dû dire on l'a fait ces annonces, mais il va falloir quand même demander à l'Union européenne si c'est possible de le faire. Donc à part Macron et le gouvernement français actuel, tous les autres pays sont clairement allés sur une solution nationale parce que c'est la solution la plus efficace et c'est celle qui va vraiment. Après, pour ce qui est d'un effet de chaîne, effectivement, il faudra voir si l'Italexit se fait. Il y a des pressions à l'heure actuelle. Le gouvernement actuel, il faut quand même rappeler qu'il est une coalition entre le M5S, donc un parti anti-système, mais plutôt ancien parti anti-système, et le PD, le Parti démocrate, l'équivalent du Parti socialiste en Italie. Cette alliance-là est quand même très pro-européenne, donc finalement toute la presse italienne commence à critiquer l'Union européenne, même la presse mainstream plutôt pro-Union européenne, même Conte, le Premier ministre italien et ce gouvernement actuel commencent à être critiques, mais il est quand même difficile d'envisager un Italexit avec ce gouvernement-là qui est à la base quand même pro-européen. En revanche, il y aura de nouvelles élections en Italie comme il y aura de nouvelles élections dans d'autres pays et il n'est pas du tout exclu qu'il y ait une coalition qui arrive au pouvoir, notamment avec Matteo Salvini, qui lui serait beaucoup plus enclin à sortir de l'Union européenne, même si il joue un petit peu Langui à chaque fois. Maintenant, il faudrait sortir un autre nom. Il a quand même répété dernièrement qu'en gros, il fallait d'abord se débarrasser de ce virus, mais que s'il fallait, il faudrait aussi se débarrasser de l'Union européenne. Donc, un gouvernement, disons, de Salvini, même si évidemment c'est un gouvernement qui est très à droite, il ne serait pas exclu qu'un gouvernement Salvini sorte l'Italie de l'Union européenne. Il ne serait surtout pas exclu qu'une crise financière, puisque tout ce qui est Corona Bond, etc., on va peut-être y revenir, ne se fera pas. Il n'y aura que les injections de liquidités de la BCE. Il est possible qu'une crise financière, de toute façon, pousse de facto l'Italie à minima hors de l'euro, peut-être pas hors de l'Union européenne, mais à minima hors de l'euro. Et pour la troisième partie de la question, qui était assez longue, essayer de faire des questions en une fois, sur l'Espagne, pourquoi l'Espagne qui est durement touchée par la crise? Si on suit les courbes d'ailleurs par rapport au jour de démarrage, l'Espagne est au-dessus de l'Italie. Pourquoi il n'y a pas ce sentiment anti-Union européenne en Espagne? C'est un pays que je connais très bien, l'Espagne. J'ai vécu quasiment 2 ans en Catalogne. En fait, il y a ne serait-ce que l'euroscepticisme, même pas la sortie de l'Union européenne, l'euroscepticisme n'existe quasiment pas en Espagne pour 2 raisons que je crois historiques et pour des erreurs quelque part de jugement. C'est qu'en fait, il faut savoir que l'Espagne a rejoint l'Union européenne peu d'années après la mort de Franco. Et évidemment, l'Espagne sous Franco était une forme plutôt dictatoriale. Et donc, pour les Espagnols, ils ont mis dans leur tête, on leur a mis dans leur tête que l'entrée dans l'Union européenne allait de pair avec la démocratie. Ce qui peut paraître complètement dingue d'un point de vue français, de Frexiteur éclairé, si je veux dire. Mais voilà, pour eux, ils ont dans la tête démocratie égale Union européenne. Et il y a un autre phénomène qui n'existe pas avec l'Italie ou la France, c'est qu'il faut savoir que l'Espagne, depuis l'origine de la construction européenne, même si là, ils sont vraiment entre les deux, ils reçoivent plus autant de fonds qu'avant, l'Espagne, historiquement, est un bénéficiaire net des fonds européens. Donc si vous mettez ces 2 paramètres, la démocratie qui arrive quasiment en même temps que l'adhésion à l'Union européenne et le fait que l'Espagne est un pays bénéficiaire net de l'Union européenne, pour eux, là-bas, l'Union européenne en Espagne est quasiment incritiquable et vous avez très peu d'euroscepticisme. Alors que depuis, évidemment, les fonds leur ont bénéficié, et c'est un pays qui reçoit beaucoup de fonds européens comme la Pologne, l'Union européenne, voilà, ils en bénéficient plutôt. Mais il faut savoir que pour l'Espagne ayant rejoint l'euro, l'euro fait beaucoup plus de mal à l'heure actuelle à l'économie espagnole que par le bénéfice des fonds européens qu'ils reçoivent. Mais le problème, c'est que la question de l'euro, c'est la même chose qu'en France. Il y a une propagande énorme en Espagne sur l'euro et surtout, c'est quelque chose qui est beaucoup plus imperceptible pour les gens, parce que les questions monétaires, c'est des questions qui sont beaucoup plus complexes, que les gens, en plus qu'il y a un matraquage, l'euro est bénéfique, l'euro vous protège, mais l'euro est une catastrophe aussi pour l'économie espagnole, encore plus que pour l'économie française.
mais ça c'est moins perceptible pour les gens, alors que les fonds dits européens qui arrivent, et eux pour le coup ils sont bénéficiaires nets, donc en fait c'est pas des fonds européens, c'est des fonds venant de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, anciennement du Royaume-Uni, n'empêche que ces fonds arrivent en Espagne, et les fonds qui arrivent en Espagne, c'est des projets concrets, donc les gens voient bien, et en plus avec toute la propagande qui va derrière, les gens savent que l'Espagne est bénéficiaire net, ils voient le drapeau européen, ils se disent quand même, regardez, on a eu cette nouvelle gare, on a eu ce nouveau projet, grâce à l'Union européenne, donc c'est pour ça qu'il n'y a quasiment pas d'eurosceptisme en Espagne. Les deux franges un petit peu eurosceptiques que je connais en Espagne, il y a une frange qui est très à droite, c'est le parti Vox, ils ne sont pas pour le Spexit, mais ils sont très critiques de la construction européenne. Et paradoxalement, l'autre parti, c'est parmi des indépendantistes catalans, des indépendantistes qui sont très à gauche, c'est notamment la CUP, et eux, en gros, ils sont pour sortir de quasiment tout, sortir de l'Espagne, sortir de l'Union européenne aussi et de l'euro, et sortir du capitalisme. Donc c'est quand même une branche importante dans l'indépendantisme en Catalogne. La CUP, dans les élections, ils font quelque chose comme à peu près 5%, ils sont représentés au Parlement catalan. Donc c'est seulement les deux franges, enfin la CUP explicitement sont pour la sortie de l'Union européenne, et Vox, une espèce de FNBis eurocritique, mais ce qui est déjà un même Podemos, qui est un peu l'équivalent de la France Insoumise en Espagne, et à peine eurocritique. La France Insoumise critique beaucoup plus l'Union européenne que Podemos. Donc voilà, c'est pour ça que l'euroscepticisme n'existe quasiment pas finalement en Espagne. Alors, j'avais une autre question. Tac, tac, tac. Question de Marc Parigot. Dans la perspective de refondre le système financier, est-il envisageable de revenir à la mission originelle de la bourse en se contentant d'une seule cotation par jour, voire par semaine? Ça aurait l'avantage d'éradiquer toutes les dérives qui ont perverti le système, nano-trading, produits dérivés, etc. Ok, etc. Alors, là-dessus, il y a deux choses différentes. La cotation par semaine, pourquoi pas? Moi, je ne pense pas que ce soit le vrai problème, parce que la technologie, maintenant, permet de faire de la cotation en temps réel. Je pense que ce n'est pas le vrai problème. Et d'ailleurs, il y aurait des produits dérivés, même une cotation à la semaine. On peut avoir des produits dérivés sur une cotation à la semaine. Le vrai problème, et j'en ai parlé lors du dernier live, pour moi, c'est l'aléa moral, et c'est cette financiarisation totale de l'économie, parce qu'il n'y a pas cette séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que tous les dépôts des épargnants, de monsieur tout le monde, quand vous avez de l'argent en banque, ce sont les mêmes banques, les banques dites universelles, comme, je ne vais pas les citer, mais toutes les grandes banques françaises ou les grandes banques européennes, qui vont aller sur les marchés financiers, qui alimentent finalement la bulle financière. Et le problème de cette aléa morale, c'est quoi? C'est que ces banques-là, elles peuvent aller jouer en bourse, et finalement, quand elles gagnent, le profit est pour eux. Sauf que quand ces banques font des mauvais choix et que le marché financier se retourne, ces banques-là sont en faillite. Et ces banques-là, elles sont en faillite, mais comme l'État est garant des dépôts des épargnants et que ces banques-là ont en même temps les dépôts des épargnants, l'État doit aller à la rescousse à chaque fois, ou même la BCE, d'ailleurs en créant massivement de la monnaie, doivent aller à la rescousse pour sauver ces banques qui ont fait des placements hasardeux sur les marchés financiers. Et ça, c'est pas normal, ça ne peut pas continuer. Alors que si vous aviez une séparation totale entre les banques d'affaires et les banques de dépôt, ce ne seraient pas les banques de dépôt qui gèrent l'argent de monsieur et madame tout le monde qui iraient sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers, vous auriez que des particuliers qui sont très intéressés dans le domaine, vous auriez des banques d'affaires ou des fonds d'investissement spécialisés là-dedans. Et pour le coup, si le marché se retourne, si ces fonds sautent ou ces banques d'affaires sautent, il n'y aura pas besoin de les sauver, elles couleront et voilà. Donc le problématique pour moi, c'est pas la question de la cotation à la semaine, etc., même si oui, ça alimente tout ce qui est micro-trading, etc., mais ça à la rigueur, ce sont des techniques. Moi, le problème, c'est que ce sont les fonds de monsieur et madame tout le monde qui sont engagés sur ces marchés financiers, alors que pour moi, les évolutions technologiques sont là, et s'il y a eu une séparation bancaire exacte, qu'une banque d'affaires ou un fonds qui a fait de mauvais placements coule parce qu'il a trop spéculé, peu importe la technique, à la rigueur, c'est son problème. Alors, j'ai une question, et après je vais prendre les questions, je pense, du direct de Matteo Folia. Bonjour, pensez-vous que c'est le rôle d'un parti politique de prendre position pour un médicament? En fait, il s'avère de plus en plus probable que l'étude faite sur la chloroquine de Terraoult soit fausse. Donc en gros, voilà, c'est les prises de position sur la chloroquine.
Alors pour ma part, j'ai déjà dit sur Twitter, j'ai déjà dit lors du live précédent, déjà je ne suis pas un Raoulâtre et ça ne veut pas dire que je juge négativement le professeur, c'est-à-dire que je ne suis pas en admiration comme si c'était un Messi ou autre. Et pour ce qui est de la chloroquine, il faudrait, je pense, dépassionner le débat parce qu'une espèce d'hystérisation entre les pro-chloroquine, les anti-chloroquine, les pro-Raoul, les anti-Raoul. Il faut que savoir, c'est un débat assez technique. En plus, tout le monde prend position, mais tout le monde ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de ce médicament. Moi, de ce que j'en ai compris, je ne suis pas médecin non plus. Et ce que je dirais, c'est que la chloroquine en soi, de toute façon, on peut critiquer les méthodes du docteur Raoul. Je sais que l'échantillon qui a été choisi est assez faible. Le problème, c'est même pas tant la faiblesse de l'échantillon, parce que de toute façon, si on est vraiment en guerre, il n'y a pas le temps de faire un protocole clair, de valider la méthode, etc. Il y a 3000 morts au minimum par jour dans le monde. Il faut agir, il faut faire vite, et on n'a pas le temps de valider à 100% un médicament. En revanche, ce qui est problématique visiblement dans sa méthode, c'est que non seulement l'échantillon est faible, mais en plus il a biaisé sur la faiblesse de l'échantillon. Donc voilà, il faut savoir que le professeur Raoul a aussi quand même minimisé au début la crise du Covid-19, donc je ne suis pas du tout là à l'idolâtrer. En revanche, on est en période de guerre, et lui a estimé, ou du moins il considère que ce médicament est utile pour faire baisser la charge virale. Ce médicament, c'est quand même un médicament qui existe depuis 1949, donc qu'on connaît, qu'on maîtrise. C'est un médicament dont on connaît les effets secondaires. Donc s'il est prescrit par un médecin ou dans un environnement hospitalier par des gens qui savent et qui connaissent les effets secondaires, tout ce que je dis, c'est qu'a priori, il n'y a pas de risque là-dessus. Donc évidemment que d'un point de vue de test, disons qu'il n'y a pas de risque à y aller et à le tenter. Moi, c'est tout ce que je dis, ça veut dire il y a cette méthode qui pourrait marcher, pourquoi pas, autant la tenter. Et si ça ne marche pas, à la rigueur, il y aura pas mort d'homme, il est possible que ça ne marche pas. Donc c'est ma seule position que j'ai là-dessus. Après, je sais qu'il y a des conflits entre les pro-Raoul, les anti-Raoul. Le côté, est-ce que ce sont des questions de conflit d'intérêts? Je sais que beaucoup dans les médias qui critiquent le professeur Raoul ont par ailleurs des intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques qui, eux, développent d'autres méthodes. Oui, bon, le professeur Raoul, lui, son institut est financé par Sanofi. Donc moi, je ne suis pas du tout dans la vision manichéenne de Saint Raoul ou méchant Raoul. Je vois aussi qu'il y a des gens qui n'ont aucun intérêt dans les laboratoires, comme Olivier Berruyer ou d'autres, qui remettent en cause les méthodes du professeur Raoul. À la rigueur, moi, les méthodes, j'ai envie de dire, peu importe. Il faut dépassionner ce débat et il y a une méthode qui pourrait essayer. Il y a plusieurs pays qui essayent eux-mêmes la chloroquine. Donc tout ce que je dis, c'est la chloroquine, ça ne coûte rien de l'essayer. Et après, évidemment qu'il faut continuer les tests en parallèle pour être sûr à 100% que ça marche. Et il faudrait le faire dès le début, puisque visiblement ce médicament sert à faire baisser la charge virale. Et donc ça ne sert à rien de le faire en fin de traitement quand la personne est en réanimation et n'a plus de problème de ce côté-là. La préconisation, visiblement, c'est de le tenter au début. Donc comme il n'y a rien pour le moment sous la main, tentons ce traitement-là. Et après, comme je l'ai dit, il n'y a pas mort d'homme. Donc, il faut rester, il ne faut pas être dans une vision déifiée, pro-anti-Raoul. Il faut rester sur les faits. Ce médicament, est-ce qu'on peut le tenter? Je dis que d'après ce que disent tous les médecins, ce n'est pas un médicament qui est dangereux. Donc oui, on peut le tenter. Après, il ne faut pas être là, c'est Saint Raoul, le médicament est miraculeux. Pour le moment, on n'en sait rien. Mais bon, étant en période de guerre, on n'a pas le temps de l'embiner. Donc autant le tester. Et c'est un petit peu ma position sur le sujet. Alors je vais prendre d'autres questions, je ne sais pas s'il y en a sur le direct ou sinon j'irai les chercher. Je vais te mettre sur ordi les questions parce que sur téléphone je ne vois pas grand chose. Alors... Une question d'Adam Colichia. Bonjour Charles-Henri. On voit que durant cette crise, mais globalement de tout temps en France, ce sont les artisans indépendants TPE et PME qui vont souffrir. En temps normal, que prévoit l'UPR pour ces différentes catégories? Alors effectivement, elles vont souffrir parce que, déjà je vais parler pourquoi elles vont souffrir pendant cette crise, elles vont souffrir
parce que déjà les consignes du gouvernement n'étaient pas du tout claires. Au début, les premières consignes, c'est on va sauver d'Emmanuel Macron ou même de Bruno Le Maire, c'était coûte que coûte, on va sauver toutes les entreprises, tous les emplois, on va mettre l'argent qu'il faut. Après, ils se sont rendus compte que le chômage partiel, ça va coûter très cher parce qu'ils pensaient que seulement quelques entreprises allaient avoir recours au chômage partiel, notamment les entreprises qui ne pouvaient pas du tout travailler. Mais le problème, c'est que même les entreprises qui peuvent travailler, quand vous êtes dans une période de réduction d'activité et de chiffre d'affaires qui baisse massivement, vous faites un petit peu de calcul si vous savez compter, ce qui n'est visiblement pas le cas de Bruno Le Maire. Si vous savez compter, vous voyez qu'il est plus intéressant de mettre les gens au chômage partiel plutôt que de les garder en emploi. Et le problème après des indépendants, c'est qu'ils n'ont pas de salaire, donc ce n'est pas une question de chômage partiel. Et c'est est-ce que l'État va compenser le manque à gagner pour les indépendants? Et ça, le gouvernement n'en parle, reste très flou. Et je connais pas mal de personnes dans les PME, les artisans ou d'autres, à l'heure actuelle, ne savent pas si vraiment ou non ils vont être indemnisés, à quelle hauteur. Donc ça reste encore très flou et de toute façon la communication en général du gouvernement a été un flou artistique sur toute la ligne et sur cette question-là, ça ne dérange pas. Pour les mesures en temps normal que préconise l'UPR, il y en a plusieurs. L'UPR dans son programme a notamment la réduction du CICE, vous savez, qui coûte 20 milliards, le réduire à uniquement 3-4 milliards d'euros et justement faire des aides à l'embauche pour ces PME, TPE pour pouvoir justement booster, après la période de friction de sortie de l'euro, pour booster l'emploi, et on concentrera massivement sur les PME et TPE parce que ce sont eux qui créent le plus d'emplois en France, donc on veut mettre le paquet là-dessus. On a aussi évidemment toute la problématique des normes, les normes européennes, qui coûtent quand même pour les entreprises 30 milliards d'euros par an, ce qui est totalement absurde parce que vous avez 97% des entreprises françaises qui n'exportent pas. Et donc c'est complètement absurde quand vous n'exportez pas de faire appliquer des normes européennes alors que les normes françaises seraient complètement suffisantes pour ces entreprises qui n'exportent pas et en grande majorité il y a beaucoup de PME, TPE. Donc ça, ce sont les deux principales mesures phares pour les PME, TPE, mais évidemment il y en a d'autres et je ne vais pas faire tout le long dessus, je vous invite, on a toute une section du programme d'ailleurs sur les PME et les TPE. Alors qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, une question de Mehdi. L'UPR n'a pas un rôle à jouer pendant ce confinement. En effet, la France est confinée devant son ordinateur. L'UPR pourra en profiter pour diffuser sa vision des choses, notamment aussi grâce à vos lives. Alors justement, c'est fait, ça a été dit. D'ailleurs, sur la page Facebook de l'UPR, il y a aussi des vidéos plus anciennes, mais si je veux dire des classiques, qui ont été rediffusés, qui seront rediffusés. C'est aussi pour ça, pendant cette période de confinement, que j'en ai profité pour lancer un nouveau format qui s'adresse à un autre public, le public, disons, traditionnel UPR, un format de 2 minutes que je mets sur Twitter et sur Facebook, pas tous les jours, parce qu'évidemment, ça dépend de l'actualité. Je ne vais pas faire une vidéo pour faire une vidéo, mais si l'actualité est riche, je mettrai en ligne ce format de 2 minutes qui permet justement de toucher un autre public parce qu'il y a une grande majorité de Français qui ne veulent pas regarder justement des vidéos de 20 minutes, 1 heure, et une vidéo de 2 minutes peut les permettre de les sensibiliser sur un sujet et s'ils sont accrochés sur le sujet, après évidemment d'approfondir sur des vidéos un peu plus longues, et ce format-là justement va très bien sur Twitter. Et j'en ai profité aussi pour faire des directs Facebook pour pouvoir répondre aux nombreuses questions, aux nombreux sujets justement pendant ce confinement. Alors évidemment, il y a beaucoup de questions qui sont sur la crise du coronavirus, mais pas que, où il y en a qui sont liées ou connexes. J'en vois notamment une là de Gaylor qui nous dit Charles-Henri, un avis sur l'appel au MES de Bruno Le Maire. Ça tombe bien, ça fait la transition, c'était ma vidéo d'hier soir sur le MES. Alors pourquoi le MES? Je vais rappeler déjà un petit peu ce qu'est le MES et ce qu'il y a derrière, en quoi c'est lié à la crise du coronavirus.
Donc le MES, c'est le mécanisme européen de stabilité. Il faut savoir que c'est un fonds qui a été créé en 2012, mais qui existait déjà dès 2010. Il y avait deux fonds, le MESF et le FESF, qui étaient deux différents fonds qui ont fusionné. Ces fonds avaient été créés en 2010 au moment de la crise de l'euro, ont été fusionnés dans le mécanisme européen de stabilité en 2012. Ce MES, il est situé à Luxembourg. Il faut savoir que la personne qui est à la tête du MES, c'est Klaus Regling, c'est un ancien ministre des Finances allemand, c'est un ancien commissaire européen également. Et ce qui est intéressant dans le MES, pour l'anecdote, mais ça n'en est pas une, c'est que le MES est hors de toute juridiction, il n'est pas justiciable, et donc on ne peut pas perquisitionner le MES ou porter plainte contre le MES. Quel est le rôle du MES? Normalement, c'est un fonds en fait qui sert à obtenir des prêts pour les États qui sont membres étant les États de la zone euro, et ce fonds, en mutualisant, permet d'obtenir des prêts auprès des marchés financiers à des taux plus intéressants que ne pourraient l'avoir des pays en crise. C'était notamment le cas de la Grèce en 2010. La Grèce aura emprunté à 7, 8, 9, 10%, voire plus, sans le MES, et le MES pouvait lui offrir des prêts, puisqu'ils garantissent finalement ces prêts à des taux d'intérêt qui sont plus faibles. Sur le papier, donc quand on vous dit ça, on peut dire finalement c'est ça la solidarité européenne, c'est très bien, ils permettent d'obtenir des taux d'intérêt plus faibles que nous pourraient obtenir des pays qui sont en crise. Ça c'est le papier, parce que la réalité, quand vous regardez dans le détail ce traité sur le MES et que vous regardez de toute façon les faits, il y a notamment l'article 12 du MES qui montre que certes il y a prêt, mais qu'avec ce prêt il y a des contreparties, et les contreparties vont jusqu'à imposer une politique économique et sociale au pays qui ferait sa demande de prêt via le MES. C'est exactement ce qui s'est passé en Grèce. Il y a eu 3 prêts successifs en Grèce, en 2010, 2012 et 2015, pour 289 milliards d'euros. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était toutes les demandes d'austérité qui ont eu en Grèce ont été demandées. Il y avait d'un côté le FMI, et de l'autre côté, il y avait également ce fameux MES. Et c'est le MES qui a poussé la Grèce à faire toutes ces réformes et ces réformes austéritaires. Il faut savoir que c'était une catastrophe pour l'économie grecque parce que le PIB en 8 ans s'est effondré d'un quart. Vous avez 35% de pauvres en Grèce, vous avez un tiers des salariés qui gagnent 317 € par mois. Les taux de suicide, je crois, depuis 2008 ont dû exploser quelque chose comme 38% en plus. Donc la Grèce est dans une catastrophe terrible du fait de cette austérité demandée par le MES. Et donc pourquoi Bruno Le Maire, complètement lunaire, je crois que c'était le 24 mars, dans une conférence de presse, Bruno Le Maire a dit que le MES était fait justement pour les périodes de crise et que pour justement les prêts garantis de la France, voire les mesures qui vont devoir être prises dans le cadre de la crise du coronavirus, la France pourrait demander de s'endetter auprès du MES, de passer par le MES pour avoir des emprunts, ce qui est une folie furieuse parce que ça voudrait dire, exactement comme la Grèce, ça voudrait dire se mettre dans la main du MES qui après, en plus des GOPÉ, ça veut dire que toutes les institutions européennes pourront décider concrètement de toute la politique économique et sociale qui aura lieu en France. C'est d'autant plus de la folie que ce fonds de MES est de 700 milliards d'euros et la France participe pour environ 1/5. On a dedans 143 milliards d'euros. Donc ça veut dire concrètement qu'on demande aux contribuables français de payer pour être après asservis, puisque toutes les décisions de politique économique et sociale devraient être validées, voire même seraient données directement par ce MES, ce qui est complètement dingue. C'est d'autant plus stupide, mais ça montre quand même le peu de connaissances de Bruno Le Maire en économie, c'est que la France n'a pas du tout besoin de passer par le MES pour se financer. Les taux à 10 ans français d'emprunt sont à moins 0,006%. Donc ce n'est pas du tout des taux prohibitifs qui feraient que la France ne serait plus en mesure de se financer. C'est vraiment par idéologie européenne et pour rentrer dans le cadre européen. Mais ça serait une folie furieuse. Finalement, ce serait complètement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire se mettre dans la main des Pays-Bas et surtout de l'Allemagne, voire de la Finlande, mais surtout évidemment l'Allemagne. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Angela Merkel ou le Premier ministre des Pays-Bas
ont bien dit récemment qu'ils ne voulaient pas des Corona Bonds. Bon, les Corona Bonds, c'est un nom marketing pour faire joli, mais c'est grosso modo ce qu'ils veulent dans l'esprit, c'est une mutualisation des dettes, un petit peu comme ce qu'ils disaient au niveau des eurobonds. Et cette mutualisation des dettes, les Allemands n'en veulent pas, et les Allemands ont bien dit qu'ils ne voulaient pas des eurobonds, et que si jamais il y avait des pays qui devaient être sauvés, ça serait via le MES, pour faire exactement comme la Grèce, parce que si un pays, que ce soit la France, l'Italie ou l'Espagne, devait passer par ce MES, eh ben ça veut dire que l'Allemagne, les Pays-Bas pourraient décider complètement de la politique économique et sociale que ferait ce pays. Et je ne vais pas vous faire un dessin, il est évident que l'Allemagne et les Pays-Bas demanderaient des politiques austéritaires, et ça irait à l'encontre de toutes les promesses et les belles paroles que font actuellement le gouvernement en disant oui, on va aider l'hôpital public, on va peut-être nationaliser les entreprises qui sont en difficulté, etc. Si on emprunte par le MES et que l'Union européenne prend la main, dès que la crise sera finie, ils vont imposer une politique d'austérité, sans doute encore pire que celle qu'on subit déjà à l'heure actuelle depuis au moins 20 ou 25 ans. Alors, je vais prendre une nouvelle question. Sur l'Italie, j'ai déjà répondu. Charles Sa, pourquoi personne ne voit le Frexit comme un avantage? Et pourtant, j'ai envie de dire, et pourtant, en fait, personne ne le voit comme un avantage parce que c'est exactement ce que j'expliquais à mes amis britanniques, c'est que j'étais à Londres le soir du Brexit avec mes amis du Brexit Party ou Leave Means Leave, et justement, je leur expliquais, je venais célébrer avec eux le Brexit, et évidemment qu'on discutait du Frexit, et eux me disaient, déjà, tu te rends pas compte les obstacles qu'on a eu au Royaume-Uni, il y avait quand même une majorité de la presse qui était contre, tous les médias ont voulu mettre des bâtons dans les roues, on s'est fait insulter, les Brexiteurs se sont insultés partout, etc. On avait vraiment tout l'establishment contre nous, mais je leur ai dit qu'ils ne se rendaient pas compte qu'en France, ce serait évidemment bien pire, parce qu'en France, contrairement au Royaume-Uni, certes, les plus grands médias mainstream de type BBC et autres étaient contre le Brexit, mais vous aviez tout un tas de médias, et notamment des médias de la presse écrite, que ce soit le Daily Telegraph, le Sun, Daily Mail, etc., qui, eux, étaient à fond pour le Brexit. Et je leur expliquais, si demain, en France, on avait un référendum sur le Frexit, vous auriez 100% des grands médias français qui seraient, eux, évidemment, contre le Frexit. Et donc, c'est compliqué quand vous avez une opinion publique, parce que le mine de rien, ce sont les médias qui forgent l'opinion publique, même si, heureusement, le temps joue pour nous, parce que de plus en plus de gens se renseignent via Internet et de moins en moins dans les médias traditionnels, mais il n'en reste pas moins que le corps électoral français reste très âgé, et que ce qui influence ce corps électoral-là, majoritairement, ce sont les grands médias. Les personnes qui sont très âgées ne vont pas sur Internet, et donc elles entendent un seul son de cloche, qui est justement toutes les illusions que je démontre finalement dans mon livre, de l'Union européenne qui nous protégerait, de l'euro qui nous protégerait, de l'Union européenne qui finance la France, du libre-échange très formidable. Donc toutes ces illusions-là, en fait, sont véhiculées par les grands médias, et donc, mine de rien, ça infuse la population, même sans donner d'arguments rationnels, c'est une sorte de matraquage. Alors, quand vous demandez souvent à quelqu'un, il n'a même pas besoin de quelqu'un qui est un européiste farouche, même quelqu'un de lambda, si vous lui demandez s'il dit « je suis pour l'Union européenne », la plupart du temps, il va vous dire oui. Si vous lui demandez pourquoi, c'est parce que c'est bien, ou parce que l'Europe c'est la paix, ou 2-3 arguments un petit peu clés, et quand on démontre ces arguments qui n'en sont souvent pas, très rapidement, on va finir par un parce que. Il n'y a pas d'argument rationnel vraiment derrière, il y a une sorte de matraquage. Et donc, tout le rôle de l'UPR et de tous ceux qui se battent pour le Frexit, c'est justement de faire de l'éducation populaire là-dessus. Ça passe par Internet, mais ça passe aussi par le terrain. Et après, je ne dis pas que tout ce qu'on fait est évidemment parfait, c'est de gagner la bataille sur l'image, sur d'autres sujets, de montrer que le Frexit, c'est le Frexit qui peut être séduisant, et que c'est le Frexit qui va justement
aider la France à nous sortir, que c'est tout le contraire, c'est pas l'Union européenne qui nous protège, c'est le Frexit qui nous protégerait. On peut parler de la crise du coronavirus. Si on avait une France libre et indépendante déjà dès le début, elle n'aurait pas attendu l'Union européenne, etc. Elle aurait fermé les frontières directement sans attendre un feu vert ou pas attendre de feu vert de l'Union européenne. Une France, un Frexit, une France libre indépendante, la France aurait cherché d'avoir une souveraineté dans la plupart des domaines, dans quasiment tous les domaines, notamment une souveraineté sanitaire, et donc on n'aurait pas 8 médicaments sur 10 qui seraient produits en Chine, on n'aurait pas également tous les approvisionnements de masques ou autres qui viendraient de Chine, parce qu'on aurait essayé de garder, d'avoir une souveraineté chez nous, et donc c'est pas l'Union européenne qui protège, quand on regarde le coronavirus, c'est tout le contraire, le Frexit et une France libre et indépendante qui aurait bien mieux protégé la France. Et c'est ce type de message qu'il faut faire passer. Et c'est un combat des idées. Et si, entre autres, j'ai fait ce livre qui ne démarre pas directement sur il faut le Frexit, etc., mais plus en expliquant les impasses du raisonnement de la construction européenne. Et pour finir là-dessus, c'est justement pour gagner la bataille des idées. C'est pour convaincre les gens, in fine, que l'avenir de la France se fait par le Frexit et qu'il y a un avenir justement après l'Union européenne et c'est la France et c'est le Frexit. Alors, je vais prendre une autre question. Alors je l'ai pas forcément dit, normalement le direct durera comme la semaine dernière à peu près 1 heure. Il y a Marie-Ange Mathieu qui dit non, je suis âgé, je suis pour le Frexit, je connais des quadrax européistes. Oui, évidemment, je généralisais, ça ne veut pas dire que toutes les personnes âgées sont partisans de l'Union européenne et à contrario que tous les jeunes seraient pour le Frexit. C'est évidemment une moyenne, je parlais de l'influence des grands médias et ce sont des statistiques et on sait que les jeunes se renseignent plus par Internet et moins les populations âgées malheureusement. Et quand on regarde aussi le raisonnement des populations sur les tranches d'âge par rapport à l'Union européenne, on voit quand même qu'il y a une prédominance des personnes qui sont pro-Union européenne. C'est pas lié à l'âge, c'est lié à la façon de s'informer aux médias, mais on voit quand même une prédominance des partisans de l'Union européenne chez les personnes âgées parce que les médias les effraient et leur mettent sur l'euro et sur le reste dessus. Et alors que c'est les plus jeunes qui seraient le plus favorables au Frexit. Mais évidemment, ce n'est pas une règle générale et il y a des exceptions partout. Alors, il y a une question de Alain du Cap-Cyr. Avez-vous dans l'idée de créer un syndicat de travailleurs UPR? Alors non. Pourquoi? Parce que, comme on le dit souvent, et ça François Asselineau le dit souvent aussi, l'UPR s'adresse à tous les Français. Donc évidemment qu'on peut avoir un discours, quand il y a la crise du coronavirus, qui porte plus sur la santé, donc sur les soignants et autres, mais l'UPR veut pas... l'UPR on ne crée pas un syndicat UPR, on ne crée pas les catholiques avec l'UPR, les musulmans avec l'UPR, les juifs avec l'UPR, les bouddhistes avec l'UPR, les jeunes avec l'UPR. Le but de l'UPR, c'est de s'adresser à tous les Français. On ne veut pas vraiment catégoriser la population selon un syndicat ou autre, ce qui ne veut pas dire en revanche, au niveau des syndicats, on a beaucoup de syndiqués qui sont pour l'UPR, qui partagent aussi les analyses de l'UPR justement aux syndiqués. Et d'ailleurs, très souvent, des retours qu'on a, la base des syndicats, mais c'est le cas dans d'autres organisations, sont à l'écoute et sont intéressés par nos analyses. En revanche, la problématique des syndicats, c'est dès qu'on monte, là c'est plus compliqué parce que quasiment tous les syndicats, à part Sud, émargent tous à la Confédération européenne des syndicats, qui elle-même finalement est complètement dans le jeu bruxellois, reçoit des subventions de l'Union européenne, et donc c'est beaucoup plus compliqué évidemment pour la tête des syndicats qui est entre guillemets dans tout ce système de l'Union européenne, de critiquer l'Union européenne. Donc cette critique est entendue au niveau de la base, évidemment elle est beaucoup moins au niveau de la tête des syndicats. Alors, je prends une autre question.
Alors j'ai une question qui n'est pas liée au coronavirus, mais qui est sur le poids des impôts en France. Alors effectivement, le poids des impôts en France est particulièrement important. C'est la résultante de plusieurs choses. Il faut savoir que déjà, quand vous avez une fraude, une évasion fiscale de 100 milliards d'euros, ça veut dire que c'est tout cet argent-là que vous ne captez pas. Et donc, qu'est-ce qui est capté après? En gros, c'est que la politique de l'État depuis 20-30 ans, la pression fiscale, et ça a été le cas, les impôts ont augmenté les 2 dernières années de Nicolas Sarkozy, les impôts ont augmenté aussi pendant le quinquennat de François Hollande. Pour garder une base fiscale, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent sur les classes moyennes et aussi sur les classes populaires via la TVA ou la CSG. Et donc ça, c'est une vraie problématique. Mais il y a des économies énormes qu'on peut faire justement, et entre autres par le Frexit. Je parlais tout à l'heure du poids des normes européennes. Il y a aussi la contribution nette au budget de la France qui est de 10 milliards d'euros, qui va peut-être passer à 15. Il y a tous les coûts de cofinancement à l'Union européenne et les amendes, typiquement l'amende dont je parlais pour l'Italie, c'est la même chose. La France paye des amendes constamment et est déférée devant la Cour de justice de l'Union européenne. Si on additionne les deux, là on est à peu près à 4 milliards d'euros. Le coût total des normes, plus budget, plus cofinancement, etc., on est déjà à 53 milliards d'euros, donc c'est colossal. Vous rajoutez à ça la fraude et l'évasion fiscale, l'Union européenne n'est pas étrangère à cela, puisque, alors évidemment qu'il n'est pas que l'Union européenne, mais quand vous êtes dans un système européen, vous avez une libre circulation totale et une absence de contrôle des mouvements de capitaux, c'est beaucoup plus simple de faire de la fraude et de l'évasion fiscale et vous ne pouvez pas contrôler sérieusement. D'ailleurs, on sait très bien qu'au niveau de l'évasion fiscale, il y a tout un tas d'évasion fiscale qui va au Luxembourg de l'ancien président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, mais aussi aux Pays-Bas. Et donc, il y a l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Et au sein même de l'Union européenne, il est évident qu'on ne récupérerait pas 100%, mais qu'avec un contrôle des mouvements de capitaux, on pourrait récupérer une partie de cet argent-là et ça pourrait servir entre autres justement à diminuer la pression fiscale sur les classes moyennes et populaires. Et ça, c'est vrai que c'est un grand problème. Et les Français, dans la question, c'est dit que ce n'était pas lié à la crise du coronavirus, mais les Français s'en rendent compte là-dedans. On a une pression fiscale qui est relativement élevée en France. Et en plus de ça, on voit que malgré cela, on a par exemple un système de santé qui se détériore, on a des problématiques qui se posent malgré une fiscalité très forte, parce que la problématique, c'est que tout le monde ne paye pas justement, et notamment il y a la fraude et l'évasion fiscale, et il y a tout ce que nous coûte l'Union européenne, il y a aussi le coût du millefeuille administratif. On dit souvent à l'UPR, oui certes il y a un millefeuille administratif, mais bizarrement, les autres quand ils parlent du millefeuille administratif, eux, ils nous disent, oui, il faudrait justement supprimer, il faudrait regrouper les communes, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Nous, on dit que c'est très simple, il faudrait revenir justement à l'organisation territoriale qui avait lieu avant, c'est-à-dire l'organisation territoriale, commune, département, État. Et là, on ferait beaucoup d'économies. L'économie sur les régions, on peut faire à minima 6 milliards d'économies là-dessus. On peut juste garder les régions comme une gouvernance département en supprimant les conseillers régionaux, en supprimant tout le superflu. On peut supprimer, comme je disais justement, tout l'échelon de l'Union européenne qui nous coûte très cher. On peut faire des économies sur le millefeuille administratif, mais en supprimant les bons échelons, on garderait les échelons qui ont fait leur preuve en France depuis plusieurs siècles, à savoir État, département, commune. Et là, on ferait des économies majeures qui permettraient évidemment d'investir dans l'hôpital public, comme on en crie du coronavirus, mais pas que, et aussi de diminuer la pression fiscale pour les Français. Question de Hervé Blaze. Pensez-vous que cette crise sanitaire va faire imploser l'UE? Alors ça rejoint un petit peu la question que j'avais tout à l'heure. Moi je pense que le prochain échelon et le prochain qui peut sortir, c'est clairement l'Italie. Alors il est trop tôt pour dire si ça fera imploser l'UE, mais clairement cette crise du coronavirus a montré toutes les failles de l'Union européenne, qu'il n'y a pas de solidarité européenne, que l'Union européenne dans ce type de crise ne servait absolument à rien puisque chacun s'en remet aux États. En tout cas, je ne sais pas si ça va faire imploser l'Union européenne maintenant. Je sais qu'elle implosera à terme, mais en tout cas, ça a déjà mis un sacré coup à l'Union européenne. Une question de Aurore Gallien. Cette crise sanitaire nous révèle la fragilité... Ah, je ne vois plus la question, elle a défilé.
La fragilité. Voilà, cette crise sanitaire nous a révélé la fragilité d'une économie mondialisée. Il est plus que nécessaire de recentrer sur nos propres ressources. Est-ce que nous devrions créer une monnaie locale pour préserver notre économie? Alors, finalement, il y a deux questions à la question. Pour ce qui est d'un retour justement au local, très clairement, à l'UPR, on est pour, au niveau agricole, on est pour développer justement tout ce qui est les circuits courts, on est pour relocaliser au maximum, même si ça se fera au fur et à mesure dans le temps, on ne peut pas tout faire d'un coup, relocaliser au maximum la production. En revanche, les monnaies locales, je ne suis pas forcément pour plusieurs raisons. Il y en a qui peuvent dire justement que ça peut favoriser la production locale, mais on a tout un tas d'autres systèmes qui peuvent favoriser la production locale, notamment justement tout ce qui est taxes et barrières douanières, le faire en fonction du nombre de kilomètres que parcourent les produits, donc ça permet justement de favoriser le local. Et je ne suis pas pour des monnaies locales, parce que je suis pour une monnaie nationale, parce que le problème des monnaies locales, après, c'est que vous cassez l'unité de la France. Des monnaies locales, ça existait, ou même c'était au Moyen-Âge, il y avait différentes régions, différentes règles selon les différentes régions de la France, et le problème, c'est que vous segmentez le territoire, il n'y a plus d'unité territoriale, c'est-à-dire que si vous segmentez tout ceci, c'est-à-dire qu'un Parisien, je ne sais pas, qui irait dans la Nièvre, en fait, il n'aurait pas le droit de payer avec cette monnaie locale, il ne pourrait pas payer avec cette monnaie locale, donc vous créez finalement une discrimination entre les différents départements et vous cassez l'unité nationale. Je suis pour relocaliser, mais garder cette dimension nationale, et qui voudrait dire avoir une monnaie nationale et pas forcément des monnaies locales, même si ce qui n'empêche pas, parce que évidemment même au sein du national, il faut favoriser le local, on veut notamment nous favoriser à l'UPR tout ce qui est les AMAP et les circuits courts, mais ça, on peut faire des règles par ailleurs sans passer par une monnaie locale pour favoriser l'approvisionnement local, mais la monnaie locale pour moi serait trop discriminatoire selon les différentes régions de France, enfin régions, départements ou villes d'ailleurs. Alors une question de Jeune Bio. Le Brexit n'a pas permis d'augmenter la présence de l'UPR dans les médias. Si l'Italie sort demain, comment faire pour prendre la parole dans les médias mainstream? Ça n'a pas permis, oui et non. Après, le problème des médias, on a eu quelques passages, mais évidemment, on aurait aimé en avoir plus. Les médias, c'est un format très particulier et évidemment, ils n'ont pas vraiment joué. Le problème aussi qu'on a eu sur le Brexit, et on n'a pas eu de chance, entre guillemets, là-dessus, c'est qu'il a été repoussé. Donc, ça a été une sorte de serpent de mer. Et à part vraiment à la toute fin, où on savait que la sortie était le 31 janvier, il n'y a pas eu non plus 150 000 émissions sur le Brexit, et là où on pourrait en parler parce qu'il y a encore les négociations de l'accord final de sortie et jusqu'à l'accord de sortie qui logiquement aura lieu le 31 décembre pour ce qui est d'un accord de libre-échange ou une sortie sans accord. Là, à l'heure actuelle, il y a cette crise du coronavirus, donc concrètement, on a pu voir les premiers effets bénéfiques du Brexit, de hausse du SMIC, les effets aussi de renationalisation des chemins de fer, le fait qu'évidemment que malgré la sortie de l'Union européenne, l'argent que donnait la PAC aux agriculteurs britanniques, cet argent-là, il sera aussi donné par justement le gouvernement britannique, mais rapidement et selon d'autres critères aux agriculteurs britanniques. Donc finalement, tous les mythes et tous les mensonges qui avaient eu lieu avant le Brexit se sont déjà révélés faux avant même cette crise du coronavirus, mais évidemment que les médias français n'en ont pas beaucoup parlé pour le moment. Après, là, avec cette crise du coronavirus, très clairement, le Brexit n'est plus du tout sur le devant de la scène. Et si j'ose dire, pas seulement le Brexit, il n'y a plus aucun sujet qui n'est traité par les médias, hormis le coronavirus. C'est le coronavirus qui est sur le devant de la scène, et je pense que tant qu'on ne sera pas sorti de cette crise du coronavirus, malheureusement médiatiquement, ce qui n'empêche qu'on peut parler d'autres sujets, on le fait notamment dans ce direct, tant qu'on ne sera pas sorti de la crise du coronavirus, le seul sujet médiatique sera le coronavirus, voilà, c'est un peu comme ça. Mais quand on sera sorti, il faudra effectivement rester sur le devant de la scène et expliquer, comme on a commencé à le faire, tous les bienfaits du Brexit, et surtout montrer, et on l'avait déjà fait après même le vote du Brexit, que toutes les prévisions d'Apocalypse non seulement se sont révélées fausses, mais en plus de ça,
le Royaume-Uni s'en sortira très bien. Et d'ailleurs, les prévisions de croissance même du FMI, qui était en plein dans le projet de la peur, en expliquant que ce serait la catastrophe si les Britanniques votaient pour sortir, le FMI a révisé ses projections de croissance et le FMI a montré qu'en 2020 et 2021, le Royaume-Uni aurait une meilleure croissance que la zone euro. Donc non seulement ça ne sera pas l'apocalypse au Royaume-Uni, mais je pense qu'ils s'en sortiront très bien. Alors évidemment que cette prévision du FMI était avant cette crise du coronavirus, mais il n'en reste pas moins que les bases sont là pour que l'économie britannique aille bien une fois qu'ils seront eux également sortis de cette crise du coronavirus. Alors, une autre question. Grâce au Brexit, le Royaume-Uni dispose-t-il d'atouts importants pour lui permettre de sortir plus facilement de la crise économique qui arrive? Oui, bah déjà, sur le plan, mais ça c'était déjà le cas même avant, sur le plan monétaire, le Royaume-Uni n'étant pas dans la zone euro, le Royaume-Uni a sa banque centrale, cela dit comme la France, mais a la maîtrise entière de la politique monétaire. Et donc le Royaume-Uni pourra utiliser la politique monétaire pour rebondir plus vite. D'ailleurs, après la crise de 2008, le Royaume-Uni avait rebondi plus vite justement du fait de son indépendance. Et ça sera la même chose pour les politiques budgétaires. J'en ai parlé tout à l'heure, si la France a recours au MES, et même si la France, après coup, même si là on a tous les beaux discours, on paiera coûte que coûte, on sauvera les entreprises, au bout d'un moment, il va y avoir l'addition. L'addition, ça va être la hausse de la dette, et vous allez voir qu'à la fois dans les GOPÉ, et si on a la stupidité d'avoir recours au MES, toute la politique économique et sociale de la France sera contrainte et sera austéritaire, malgré les beaux discours à l'heure actuelle, quand la dette va augmenter. Pour sauver l'euro, il veut dire qu'il va falloir faire une politique austéritaire dans les pays du sud de l'Europe, dont la France. Et donc, on sera sous contrainte. Et une politique austéritaire, c'est une politique qui n'amène pas une grosse croissance, c'est le moins qu'on puisse dire. J'en ai parlé tout à l'heure avec la Grèce. Alors que le Royaume-Uni, qui sera indépendant, d'une part, il pourra monétiser une partie de la dette du Royaume-Uni, ils pourront relancer la machine économique beaucoup plus facilement pour la simple et bonne raison, et c'est du bon sens, qu'un pays indépendant décide librement et seul de ce qu'il fait, alors que la France devra aller à chaque fois négocier avec Bruxelles pour faire telle ou telle politique, et la plupart du temps, ça sera comme d'habitude nine. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, ce qu'on risque d'avoir, contrairement à tout ce qui est dit à l'heure actuelle, c'est qu'une fois la crise passée, on repart dans un cycle austéritaire en expliquant que la dette française a augmenté, et donc il faut encore plus d'austérité. Donc ne croyez pas les belles promesses, parce que ce n'est pas ce qui va se passer une fois la crise passée. Les discours vont changer. D'ailleurs, on avait les mêmes beaux discours au moment de la crise de 2008 au niveau du secteur bancaire, tout allait changer, etc. En réalité, rien n'a changé, on est reparti comme avant, et la crise de l'euro a été justement l'occasion d'imposer plus d'austérité aux différents pays, notamment la Grèce. Alors je vais prendre, il est déjà 17h56, ça passe très vite, je vais prendre encore, je pense, 2 questions. De toute façon, je referai un live normalement dimanche prochain, il y aura peut-être une surprise, je ne serai peut-être pas seul, ce sera peut-être un live à 2, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Question. J'ai une question sur la Libra, qui est vous savez, la fameuse monnaie que veut mettre Facebook en place, sur une monnaie digitale, voilà, ça existe. Moi, je ne crois pas trop. Alors évidemment, c'est un modèle différent des crypto-monnaies qui sont décentralisées, etc. Je sais que la Libra ne serait pas comme une crypto-monnaie, mais je ne crois pas beaucoup dans ce type de monnaie. Pour moi, ce type de monnaie, comme les crypto-monnaies, ça a plutôt une dimension d'un actif et d'une valeur spéculative en plus, parce que ces monnaies, potentiellement, il n'y a pas de sous-jacent à une monnaie. Ça repose sur quoi? Ça repose avant tout sur la confiance. Et le gros problème des crypto-monnaies ou même de cette Libra, c'est que c'est pas une monnaie qui a cours légal dans le pays. Et si demain, les États-Unis, la Russie, la Chine ou d'autres pays disent bah, nous, on interdit cette monnaie-là, la monnaie, elle vaut zéro. Donc je vois plus ça comme des monnaies spéculatives. C'est complètement différent d'une monnaie nationale qui, elle, il y a de facto la confiance parce que ça a cours légal dans le pays et on ne peut pas vous refuser, par exemple,
de payer, j'allais dire en francs. On ne peut pas vous refuser de payer en euros dans un commerce en France. Si vous avez de la monnaie, c'est impossible de vous refuser. En revanche, si vous avez avec de la Libra ou des crypto-monnaies, on pourra vous dire non parce que c'est pas la monnaie qui est à cours légal. Et ça va même plus loin, comme je disais, si jamais cette monnaie est interdite dans le pays, dans le pays en question, elle vaut zéro. Enfin, zéro, j'exagère un petit peu parce que si elle est encore légale dans certains pays, on peut acheter des biens à l'étranger avec cette monnaie, mais concrètement la valeur baisserait en flèche, et donc je les vois plus comme des actifs de spéculation que comme des vraies monnaies ou des monnaies qui seraient amenées à remplacer les monnaies nationales. Ça je n'y crois pas. Mais qui peut d'ailleurs servir en cas de grosse crise financière, comme peut servir l'or, de valeur refuge. Mais il n'en reste pas moins que ça ne remplacera pas pour moi les monnaies nationales. Alors, il y a une autre question sur les cryptos, mais je vais en prendre une autre. Je vais prendre une dernière question. J'ai une question sur les crypto-monnaies, mais j'ai déjà répondu. Alors, Nabila qui me dit: que pensez-vous du confinement par intermittence ou yo-yo, des idées développées dans un article de la Tribune? Alors, j'ai pas lu cet article, mais ok, oui, un confinement par intermittence, le problème du confinement par intermittence, c'est le problème de l'efficacité, j'ose dire. On parlait tout à l'heure de la chloroquine, moi je disais autant le tester, mais attendons de voir pour l'efficacité. Ce qui a fait ses preuves dans les pays qui ont marché, c'est-à-dire Corée, Japon, on peut dire Corée-Japon parce qu'on est sûr à 100% des chiffres. Qu'est-ce qui a marché? Ils ont vraiment respecté le confinement quand ça a eu lieu, et surtout, c'est au-delà même du confinement, c'est qu'il y a eu dès le départ des dépistages massifs et on a isolé toutes les personnes qui étaient atteintes du coronavirus. Et donc ça a permis justement d'isoler directement et de maintenir une vie normale, même s'il y avait une partie de confinement. Le problème pour la France, l'Italie ou pour l'Espagne, mais surtout la France qui avait quand même qui a eu le temps de voir venir, entre la Chine, l'Italie qui arrivait avant, la France aurait pu directement fermer ses frontières, directement dire allez-y, on va tester massivement, commander dès janvier des masques, ce qui n'a pas été fait. Tous les pays, Corée dont j'ai parlé, Japon, ils ont déjà, tous les gens sortaient avec des masques, ils ont testé massivement. Le gros problème, c'est qu'en France, on n'a pas testé du tout au début, ou très très peu. Je crois qu'on faisait 1000 tests par jour, on est monté à 4000 et maintenant on doit être à 9000. Il faut savoir que l'Allemagne fait 500 000 tests, par exemple, par semaine. Et donc, comme on n'a pas fait tout ça, la seule solution pour maintenir l'épidémie, c'est le confinement. Et pour que ça marche, il faut que le confinement soit respecté, que le confinement soit respecté partout. Et le problème, si on fait un yo-yo, si on laisse ressortir les gens, si on n'a pas tous ces masques, si on n'a pas fait tous ces tests au préalable, qu'est-ce que ça va faire? Ça va à nouveau refaire circuler massivement l'épidémie. Et d'ailleurs, on peut revenir de ce point de vue-là sur quand j'entends Édouard Philippe ou Emmanuel Macron dire qu'ils ont eu parfaitement conscience de la situation dès le début et qu'ils n'ont pas eu de retard dans leur gestion, mais ils se moquent vraiment du monde. Je rappelle que fin février, ils ont laissé venir 3000 Italiens pour le match de foot Lyon-Juve. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, en mars, disait qu'il fallait continuer à sortir et en gros continuer à répandre l'épidémie. Je rappelle que c'est ce gouvernement-là qui a fermé les écoles très tardivement par rapport à d'autres pays et donc qui a laissé circuler le virus en nous expliquant que oui, le virus n'était pas dangereux pour les enfants, sauf qu'ils oubliaient que les enfants, le soir, ils rentrent à la maison, ils voient des parents, ils voient des grands-parents et le virus continue à circuler. Donc là, c'était encore une fois criminel. Le même gouvernement qui a fermé tard les bars et les restaurants, qui a fait sa fermeture des bars et des restaurants, mais qui, dans le même temps, a maintenu les élections municipales. Les élections municipales, il y a théoriquement 40 millions de personnes qui vont aux urnes. Là, il y en avait moins.
mais il y avait à peu près 20 millions de personnes, ou un petit peu moins, qui sont déplacées. Tous ces gens-là ont circulé, malgré les soi-disant mesures de sécurité. On sait très bien qu'on ne peut pas mettre les mêmes mesures et les mêmes protections dans une commune rurale et dans une grande ville. Le virus a circulé, on apprend maintenant qu'il y a des assesseurs, même des maires, qui sont morts, qui tenaient des bureaux de vote dans ces communes-là. Donc encore une fois, ça a été criminel. Et après, vous avez le même gouvernement qui vient nous dire oui, regardez, on n'a pas eu de retard dans nos mesures, mais ils se moquent de qui? Ils ont été à la ramasse depuis le début, ils ont été complètement incompétents, irresponsables au mieux et au pire criminels. Et donc, ils peuvent nous expliquer ce qu'ils veulent. Ils ont été à la ramasse, ils ont du retard tout le temps. On peut lui dire à Édouard Philippe et à Emmanuel Macron, non, vous avez été en retard sur tout, et vous l'êtes encore, parce que je parlais tout à l'heure des masques et des tests. Il vient seulement de passer en commande 2 millions de tests. Il manque encore des masques. Les forces de l'ordre n'ont pas de masque, les caissières n'ont pas de masque, les personnes qui s'occupent du transport n'ont pas de masque, les soignants pendant des semaines n'ont pas eu de masque. Il y avait des médecins libéraux qui étaient envoyés en première ligne qui n'avaient pas de masque, donc non, ils n'étaient pas préparés. Donc oui, ils ont été absolument nuls du début à la fin. Et donc quand vous avez été nuls comme ça au début, il n'y a pas d'autre solution pour retarder l'épidémie. C'est le confinement total qu'il faut faire. Et il faut, pour que ça soit efficace, il faut le continuer dans le temps, parce que le virus, si j'ai bien compris, reste à peu près 14 jours. Donc pour que le confinement soit efficace, il va falloir quasiment 1 mois de confinement. Donc je ne crois pas du tout au yo-yo, à moins évidemment qu'il y ait une deuxième vague d'épidémie après le confinement, auquel cas il y aurait un yo-yo de facto. Mais ce qu'il faut faire, il faut, quand on a intelligence, ce qui semble pas être le cas du gouvernement, s'inspirer des pays qui ont vaincu l'épidémie et qui l'ont vaincu rapidement, c'est-à-dire, comme j'ai dit, Japon, Corée du Sud. Et ces pays-là, ça a été des tests massifs, ça a été justement des masques pour tout le monde, et ces pays-là s'en sont bien mieux sortis. Donc le gouvernement serait bien inspiré déjà d'arrêter de fanfaronner. Il devrait faire à minima des excuses publiques, même si pour moi ça ne changera rien, ils devront en rendre des comptes. Il devrait un peu moins fanfaronner, et surtout il devrait s'inspirer des exemples qui ont fonctionné. Donc voilà, on va en rester là pour ce live. Comme je vous l'ai dit, a priori, je referai un live dimanche prochain, et normalement j'aurai un invité spécial, donc ça sera un live à 2, et j'aurai l'occasion de vous en dire un peu plus pendant la semaine. D'ici là, portez-vous bien, bon courage à tous pendant ce confinement. Et puis, si l'actualité s'y prête, vous me reverrez pour des vidéos courtes de 2 minutes sur Twitter et Facebook. Et bonne fin de week-end à tous. Au revoir.